Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet essentiel qui vous concerne, qui nous concerne tous, la lecture. Alors bien sûr, nous sommes parents, nous sommes peut-être aussi nous-mêmes des enfants, nous avons une responsabilité, ça fait partie de notre culture, mais bien sûr c'est un sujet, vous le savez, qui engage aussi toute une partie de l'économie de notre pays, c'est-à-dire les auteurs qui doivent vivre, c'est très important, bien sûr les éditeurs, mais aussi les distributeurs et les libraires, et vous connaissez l'importance du libraire que vous avez au coin de votre rue pour vous expliquer si un livre est bien et pour vous inciter à la lecture. Alors nous allons et je sais que vous êtes très nombreux, d'ailleurs on s'en réjouit, tant le sujet est important et je comprends que vous soyez si nombreux à être attentifs ce matin avec nous à ce sujet, pour une étude dont vous avez la primeur, puisqu'elle est publiée aujourd'hui, sur la lecture, réalisée par Ipsos. Très rapidement, parce que nous avons ici les spécialistes bien sûr, c'est une étude qui est faite tous les 2 ans, à la demande du CNL, du Centre national du livre, auprès d'environ 1 millier de personnes qui répondent simplement sur leur pratique de la lecture. Et hélas, il faut bien vous le dire, mais vous allez avoir les résultats précis et nous en parlerons. Ça engage bien sûr notre mode de vie, notre mode de communication, notre mode d'information. Vous allez le voir, eh bien, les Français lisent de moins en moins. Les résultats ne sont pas bons. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais on va vous le dire. Nous avons tous une responsabilité pour prendre en main ce qui est, j'allais dire, l'ADN de notre culture. C'est notre tradition. Vous savez que c'est un apanage de la France aussi. C'est notre exception culturelle. Nous devons le préserver, notre histoire, notre patrimoine. Et évidemment, notre patrimoine littéraire. Nous sommes de moins en moins nombreux à lire. Ceux qui déclarent lire au moins 5 livres par an sont de moins en moins nombreux. Historiquement, ceux qui déclarent lire un peu chaque jour sont de moins en moins nombreux. C'est historique. Et bien sûr, l'attention est beaucoup plus faible. Et vous le savez, ceux qui concurrencent le livre, ce sont les écrans, les réseaux sociaux, tout ce qui est sur votre portable, que vous soyez jeune ou moins jeune. Alors pour parler de tout ça, et vous allez avoir bien sûr la parole, nous allons tenir compte de vos questions et je crois que c'est très important. Alors bien sûr Régine Atchondo qui est présidente du Centre national du livre, et c'est elle qui est un peu, j'allais dire, à l'origine de cette étude qui existe depuis 2015, et c'est très important parce qu'elle va nous dire ce qu'elle fait au CNL justement pour encourager la lecture et les auteurs. Et c'est essentiel, bien sûr, pour notre société. Et puis, vous avez les deux concepteurs de cette étude qui la connaissent par cœur, qui vont vous éclairer sur les détails. Ça fourmille, bien sûr, d'informations très intéressantes sur ce qu'on lit, sur comment nous lisons, sur à quel moment de la journée, sur avec qui, sur ce qui fait qui évidemment présente une concurrence à cette lecture. Donc, Étienne Mercier, qui est directeur du pôle opinion d'Ipsos. Et puis, Alice Tétas, qui est la directrice de clientèle chez Ipsos. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup de participer à cette présentation très importante. Alors peut-être d'abord Régine, dites-nous d'abord pourquoi vous avez voulu engager cette étude et qu'est-ce que l'on peut faire et quel peut être le rôle du CNL, mais on va évidemment y venir avec plus de détails. Merci beaucoup de cette présentation. Très juste. Le Centre national du livre, comme vous le savez, s'occupe de toute la filière du livre, auteur, éditeur, traducteur, éditeur, librairie indépendante, vie littéraire dans son ensemble, et sous l'impulsion du ministère de la Culture et de la grande cause nationale il y a 4 ans décidée par le président de la République. Nous avons lancé une politique qui préexistait, mais qui a été extrêmement développée, très volontariste, à destination du développement de la lecture auprès de tous les Français, et en particulier des jeunes, dont nous avions déjà des études et quelques signaux qui nous faisaient penser que le déclin était préoccupant. Donc effectivement, l'étude, je laisserai Étienne et Alice bien sûr le développer, confirme ces inquiétudes. Le Centre national du livre développe beaucoup d'actions pour essayer de remettre le livre au cœur de la vie des Français et en particulier des jeunes, mais je pense nous aurons l'occasion d'y revenir et peut-être je vais laisser la place aux résultats de cette étude. Mais bien sûr, Merci. Votre rôle est très important, non seulement pour nous lecteurs, mais pour les auteurs et pour tous ceux qui écrivent et qui distribuent ces livres. Alors, donc Étienne Mercier, vous êtes directeur du pôle opinion d'Ipsos, donc vous participez à cette étude depuis le début Quasiment depuis le début.
c'est une étude que je connais très très bien. Oui. Juste faire un petit point historique peut-être avant de rentrer dans le détail. Cette nouvelle enquête, elle s'inscrit dans un contexte très particulier. C'est la deuxième enquête post-Covid. Alors vous l'avez dit, Claire Chazal, depuis 2015, on suit les habitudes de lecture des Français, mais là c'est la deuxième mesure post-Covid. Et il ne faut pas oublier que quand on les avait interrogés en 2021, on était entre le premier et le deuxième confinement. C'est-à-dire tout était fermé, pas de librairie. Les librairies vont rouvrir seulement au troisième confinement. Et là, on avait mesuré des phénomènes extrêmement préoccupants, mais qu'on attendait. En fait, baisse de la lecture, les écrans avaient fait une entrée fracassante dans les foyers. Netflix était quasiment partout, dans tous les foyers français. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Résultat, on lisait moins, le temps de lecture était moins important, ça chutait auprès de l'ensemble de la population. Et pourtant, il y avait eu un débat sur est-ce que c'est un produit essentiel ou pas, le livre. Enfin, on se souvient. Hélas, au début, c'est vrai, les librairies étaient fermées. N'avaient pas eu et c'est seulement au troisième confinement qu'elles rouvrent, si je ne dis pas de bêtises. En 2023, on s'était dit, on est peut-être probablement, on en a tous parlé dans tous les domaines d'ailleurs, on est sur le retour à la normale, le retour à la vraie vie, à la vie quotidienne. Et on a vu en effet un sursaut des Français qui lisaient plus, qui achetaient plus de livres papier. Il y avait un petit peu moins d'écran. Enfin, tout était plutôt, tous les feux étaient au vert et on se disait que les choses allaient s'améliorer et qu'on repartait sur quelque chose de positif. Mais c'était oublié qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se sont ancrés pendant le Covid et qui ont continué, j'ai envie de dire, leur œuvre depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr, le rapport au loisir qui a énormément changé. Vous parliez du temps d'écran, on y reviendra, mais il n'a pas cessé d'exploser et de battre des records année après année. Mais aussi les habitudes des Français dans le domaine des transports. Je veux dire, le télétravail a beaucoup changé la façon dont les Français travaillent, bien entendu, mais la façon dont ils se déplacent. Et quand est-ce qu'on lit, c'est aussi dans ces déplacements. Donc, on a lu moins. Il y a des phénomènes aussi qui sont du registre de la santé mentale. Nous suivons avec Ipsos, depuis le Covid, l'évolution de la santé mentale des populations dans plus de 19 pays aujourd'hui. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que non seulement la santé mentale des Français ne s'améliore pas, mais que surtout, celle des jeunes continue de se détériorer. Et on a même des tranches aujourd'hui qui rentrent encore plus dans le orange, voire dans le rouge, c'est celle des 25-35 ans qui auparavant étaient moins concernés. Donc avoir une bonne santé mentale pour pouvoir lire, c'est aussi quelque chose d'important. Or aujourd'hui, on a quasiment la moitié des moins de 25 ans qui ont une suspicion de troubles généralisés de l'anxiété. Donc c'est des choses qui sont là. En se demandant quelle est la cause, quelle est la conséquence, parce qu'après tout, parfois lire peut améliorer la santé mentale. Mais, tout à fait, mais encore faut-il avoir être en état de pouvoir lire. Pouvoir lire. Bon, et puis il y a tout ce qui est lié au pouvoir d'achat, bien sûr, qui sont des phénomènes plus récents, mais qui ont aussi joué sur la capacité des Français à lire, à acheter des livres. Donc, ce qui fait que en 2025, on a, vous allez le voir, une mesure et un décrochage qui est extrêmement violent. On revient à des niveaux... Vous pesez vos mots, enfin, d'ailleurs les uns et les autres, et je pense qu'on en discutait avec Régine, c'est tout le sens de cette diffusion. Est-ce qu'on doit alerter l'opinion, dire des choses assez fortes? Au fond, là, vous dites décrochage, c'est quand même très fort. Enfin, c'est un constat très difficile que vous faites. C'est un constat difficile, mais c'est un constat... Vous allez voir les niveaux auxquels on revient. C'est-à-dire, on revient souvent à des niveaux de 2021, sauf qu'on n'a plus, entre guillemets, l'excuse du Covid. Je veux dire que là, on est sur des phénomènes qui sont en train d'agir, qui sont en train de générer des nouveaux comportements face aux livres. Et là, il va falloir agir très, très vite, si c'est possible. On verra auprès de qui, à la fois de l'État, des parents, de l'école, enfin, énormément d'acteurs sont partie prenante. Tout à fait. Ça. Mais voilà, il fallait faire ce constat, je pense, avant de rentrer dans les résultats, pour voir qu'on était vraiment sur une deuxième mesure post-Covid, et elle est particulièrement intéressante cette année. Alice. Alors ça, c'est Alice, peut-être. Peut-être, oui. On va, juste avant de rentrer dans le cœur des résultats, c'est important de redire un mot sur la méthodologie de cette enquête. Oui. Comment vous interrogez ces 1000 personnes Comme on le disait, c'est une enquête qui est réalisée depuis 10 ans maintenant. La première vague était en 2015 et c'est une méthodologie qui est extrêmement stable. Depuis 10 ans, c'est exactement la même méthodologie qui est appliquée. C'est important de le dire, puisque dans nos métiers, la méthodologie, la manière dont on interroge les gens peut avoir un léger impact sur les résultats.
résultats. Donc c'est extrêmement stable depuis 10 ans. Nous interrogeons un échantillon de 1000 personnes qui est représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Donc toutes les tranches d'âge sont représentées à leur poids, les hommes, les femmes, les différentes catégories socio-professionnelles, les différentes régions, etc. C'est une enquête qui est réalisée par téléphone, ce qui devient suffisamment rare pour être noté, et toutes les interviews sont réalisées par des enquêteurs en France. Donc ça, c'est important de le dire. Donc voilà pour cette est-ce qu'on peut penser qu'il y a parfois des biais dans la réponse? On disait aussi hors antenne, c'est que est-ce que tout le monde ose dire la vérité, j'allais dire, sur sa force, sur sa lecture, sur son temps de lecture Alors effectivement, on peut peut-être imaginer qu'on a tendance à surestimer le temps de lecture, mais on va le voir, néanmoins, quand bien même il est surestimé, il reste relativement bas. Voilà. Et puis dernier mot, donc c'est une enquête qui a été réalisée au tout début de l'année 2025, là de janvier à février. Voilà pour les éléments méthodologiques. Et je vais rendre la parole à Étienne sur le contenu des résultats. Alors le premier grand enseignement, mais vous l'aviez compris avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que les Français lisent de moins en moins. Et la première question qu'on leur a posée, c'est aujourd'hui, comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous pensez que vous lisez beaucoup, moyennement, peu ou pas du tout? Premier point, on est sur un record malheureux, mais sur un record. 56% des Français se déclarent lecteurs réguliers. Alors c'est de l'autodéclaration, mais vous le voyez, c'est le point le plus bas jamais atteint. Ça veut dire quoi, lecteur régulier? Ça veut dire moyennement, beaucoup ou moyennement. Voilà. Mais combien de livres à peu près? Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais vous voyez, une baisse très importante, 5 points. On était à 61%, on passe à 56%, avec même 17%, c'est-à-dire presque... J'ai envie de dire un Français sur 5 qui nous dit aujourd'hui maintenant je ne suis pas lecteur, je ne lis pas. Et là où les résultats sont préoccupants, c'est que c'est un phénomène qui est global. C'est-à-dire que c'est les hommes, alors vous le voyez, les femmes ont toujours, dans l'enquête, toujours beaucoup plus lu que les hommes. On a une vraie différence, 66% contre 43%, c'est un chiffre important. Mais la chute, elle se fait auprès des femmes et auprès des hommes de la même façon. Et puis quand on regarde les classes d'âge, eh bien c'est pas les jeunes qui aujourd'hui décrochent le plus. Ils ont déjà beaucoup décroché les années précédentes. Et puis s'ils se déclarent lecteurs réguliers, c'est parce qu'aujourd'hui il y a encore l'école. L'école, c'est quand même un des lieux où on fait encore lire les enfants. Donc ils sont des lecteurs réguliers, pour certains forcés, pour d'autres avec plaisir. Mais il y a l'école quand même qui fait de la résistance. C'est quelque chose de bien. Mais vous le voyez, quand on regarde auprès des 35-49 ans, auprès des 50-64 ans même, qui est une tranche habituellement de forts lecteurs. Alors ça reste fort lecteur, mais la baisse est importante, moins 13 points, moins 8 points chez les 35-49 ans. Il n'y a que les 65 ans et plus qui font de la résistance, vous voyez, et qui se déclarent toujours lecteurs réguliers. Pareil sur les catégories socio-professionnelles, on y reviendra, mais on la baisse, on la voit aujourd'hui chez les catégories socio-professionnelles les plus favorisées, moins 5 points. Donc voilà, on a un phénomène qui est global et c'est pour ça aussi qu'il est préoccupant. Bien sûr. L'autre indicateur, c'est le nombre de genres lus, la diversité. C'est aussi la richesse des lecteurs, c'est de pouvoir lire des genres différents, des romans, des essais, des bandes dessinées même aussi. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et vous le voyez, on revient un nombre de genres lus qui est équivalent quasiment à celui de 2021. On est passé à un petit peu moins de 6 genres différents lus. La proportion de lecteurs qui lisent au moins un genre de livres perd 2 points. Et cette baisse, vous le voyez, on la retrouve là encore auprès des hommes et des femmes, mais aussi auprès de l'ensemble des classes d'âge et des catégories socio-professionnelles. On ne peut pas dire donc qu'il y a aujourd'hui une catégorie qui est encore plus impactée que les autres. C'est quelque chose qu'on retrouve auprès de l'ensemble de la population française. Et puis... on s'est intéressé à une catégorie qui est celle des lecteurs qui lisent au moins 5 livres par an. Alors, on peut se dire que ce ne sont pas des lecteurs réguliers, mais ce sont des lecteurs. Ils pourraient lire plus, on aimerait qu'ils lisent plus, mais cette catégorie, elle est intéressante parce que ce n'est pas des gros lecteurs et ça nous permet de suivre quand même des phénomènes assez intéressants. Et là, vous le voyez aussi, on a une baisse qui est extrêmement importante, de 6 points. On avait 69% des Français qui lisaient au moins 5 livres par an en 2023. On passe à 63%. C'est une baisse donc assez importante et qui concerne, et c'est ce qui me préoccupe finalement, les catégories les plus fragiles en tant que lecteur. C'est-à-dire les hommes, d'abord. Les hommes lisent moins que les femmes et c'est eux
qui décrochent encore plus que les femmes sur cette catégorie des lecteurs qui lisent au moins 5 livres. Et puis aussi les plus jeunes, les 15-24 ans, moins 7 points, les 25-34 ans, moins 5 points. Et une catégorie qui était là encore une des catégories des plus grands lecteurs, qui sont les 50-64 ans. Hein. Là, la baisse est extrêmement importante puisqu'on perd 12 points de lecteurs parmi ceux qui lisaient au moins 5 livres par an, tout format confondu. Et l'inquiétude, elle est que finalement, tous les formats sont un peu concernés là-dessus. Le format papier perd encore, et là encore, on est au plus bas niveau historique jamais mesuré. 57% des Français qui ont lu au moins 5 livres l'ont fait au format papier, moins 4 points par rapport à 2023. Vous voyez que le point le plus haut, on l'avait en 2021, pendant le Covid, à 58%. C'est symbolique, mais on est en dessous, et c'est préoccupant. Et puis, il y a le livre numérique. Alors, le livre numérique, c'était la bonne nouvelle depuis ces dernières années, c'est qu'il n'arrêtait pas de progresser. Vous voyez que depuis 2015... C'est de la lecture, c'est la même chose. C'est de la lecture aussi, hein, c'est de la lecture sur tablette, donc c'était de la lecture de romans, d'essais, de BD. Et on a eu une progression qui a été continue entre 2015 et 2023. On avait doublé cette proportion de lecteurs. J'ai envie de dire que cette année, on marque le pas, là aussi, sur le sujet du livre numérique. On était à 18% l'année dernière, on est à 15%. La bonne nouvelle, c'est que c'est essentiellement auprès des jeunes lecteurs que le livre numérique, aujourd'hui, a du succès, puisque 28% de ceux qui ont lu au moins 5 livres au format numérique, au moins 5 livres au format numérique, mais ce sont des jeunes. Donc, ce sont des résultats qui sont quand même très positifs et on n'en a pas tant que ça dans l'enquête, donc il faut en parler. Je vais vite là, c'est un petit récapitulatif qu'on vous avait fait assez graphique, mais c'est un résumé finalement de ce que je viens de vous dire. Il faut s'intéresser aux moins de 25 ans parce que bien sûr ce sont les lecteurs, une partie des lecteurs les plus fragiles. Moi, ce qui me préoccupe encore dans ces chiffres, c'est que quand on regarde comment les jeunes lecteurs s'autodéfinissent, c'est-à-dire comme des lecteurs réguliers, vous voyez que ceux qui se définissent comme lecteurs réguliers, la proportion, elle n'a pas bougé depuis 2019. On avait en 2019 53% des jeunes qui nous disaient « je lis moyennement ou beaucoup ». Et puis cette année, on en a 51%. Et vous voyez, à chaque fois, on était un petit peu dans l'épaisseur du trait. Quand on regarde ce qui se passe effectivement dans leur niveau de lecture et qu'on regarde ceux qui ont au moins lu 5 livres par an, eh bien, si on regarde ce qui se passe entre 2015 et 2025, on a perdu 15 points de lecteurs auprès des moins de 25 ans. Donc, on continue finalement, quand on a moins de 25 ans, à se déclarer lecteur, alors que, dans les faits, on lit de moins en moins. C'est effrayant, parce que là, il y a l'école qui intervient. Là, théoriquement, il y a la coercition de l'école. Enfin, il y a des programmes, il y a des obligations de lire, un certain nombre d'auteurs. Donc, comment ces gens passent-ils à travers les mailles du filet Alors, je pense, je suis d'accord, parce que pour le coup, on n'a pas assez d'éléments et je pense que ce sera un des points aussi à creuser sur ce qui se passe à l'école. Je pense que l'école réussit à être quand même un élément de résistance sur ce sujet en les faisant lire. Ce sont les autres lectures, à mon avis, aussi, qui perdent, et on va voir que sur des genres qui sont des genres normalement extrêmement appréciés par les jeunes, comme le manga ou la BD et le manga sont des genres qui chutent auprès des plus jeunes cette année. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on perd des lecteurs. C'est sur les genres qu'ils appréciaient pourtant énormément les précédentes années. Il y a une bonne nouvelle, c'est sur le livre audio. Le livre audio continue sa progression. 32% cette année des Français ont déjà écouté des livres audio, dont 15% au cours des 12 derniers mois. Alors, on dira, mais c'est pas des livres vraiment, mais est-ce que finalement le livre audio, c'est pas une façon de ramener des gens qui ne lisent pas beaucoup au texte, et peut-être qu'en les ramenant au texte, à ce qu'ils entendent, c'est une façon de les ramener aussi au livre. En tout cas, voilà, c'est une des bonnes nouvelles, mais elle s'explique aussi par le fait que les livres audio sont souvent lus, vous voyez, sur des fichiers numériques, et là, on voit la frontière très ténue qu'il peut y avoir entre le livre numérique, le livre audio, et finalement les écrans et le digital. Donc peut-être que aussi, si ce livre prend autant d'importance, c'est parce que, on va le voir, le digital en prend de plus en plus d'importance auprès de nombreux Français. Mais Régine, c'est pas écouter un livre audio, c'est écouter de la littérature, on est d'accord? Oui, bien sûr. Et puis je pense que ça peut être le moyen de redonner envie
à ceux qui écoutent le livre audio d'être pris par un récit, par une fiction ou un essai s'il est passionnant, mais je pense que c'est plus les romans qui ont du succès, notamment en livre audio, pas exclusivement. Et donc je pense que c'est un moyen aussi de donner envie, de créer une passerelle vers la lecture livre ou liseuse. Oui, et puis de faire que la lecture s'intègre dans d'autres moments, des moments consacrés à autre chose peut-être. Je parle du transport, la voiture, etc. Et là, pourquoi ne pas aussi participer à une écoute de la littérature? Enfin, et ça, c'est... Bon, bien sûr. Ce n'est pas un genre mineur, finalement. Non. Et je pense que c'est ramener les gens aussi à ce qu'ils s'entendent à un texte qui peut les ramener à un moment donné à l'écrit. Origine, bien sûr, à l'écrit. Un autre bon point sur ce sujet, avant de passer à la partie suivante, c'est aussi assez fort chez les jeunes. On est à 47% chez les moins de 35 ans. Donc c'est largement surreprésenté chez ces jeunes. Donc c'est aussi un signe plutôt positif ici pour la lecture des jeunes. Alors on a fait ce premier constat extrêmement fort, on l'a dit, on l'a redit, les Français sont moins nombreux à lire, ils ont tendance à lire moins de livres. Maintenant on va s'intéresser à la manière dont ils lisent, donc comment lisent les lecteurs, quelles sont leurs pratiques de lecture. Alors le premier point, c'est sur ces lieux de lecture. C'est un indicateur qu'on pose depuis le début de l'enquête et qui est important. Vous voyez, en premier lieu, les Français lisent avant tout dans un cadre privé. La lecture, c'est quand même quelque chose qui se fait principalement chez soi. C'est le cas pour la quasi-totalité des lecteurs. Mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a quand même aujourd'hui 8 lecteurs sur 10 qui nous disent qu'ils lisent en dehors de leur domicile. Donc ce n'est pas qu'une activité qu'on fait dans le cadre privé. Cette lecture en dehors du domicile, elle est principalement portée par les transports. Vous le voyez, pour les 2/3 des lecteurs. Ça s'était un petit peu effondré, évidemment, au moment du Covid en 2021, mais on est revenu à des niveaux similaires à ce qu'on observait avant. Transport et principalement lors de longs trajets. Sur des trajets plus courts quotidiens, on est à seulement 21% des lecteurs, seulement, mais c'est quand même un lecteur sur 5 qui lit sur ces trajets quotidiens, donc c'est pas quelque chose qui est négligeable. Sur les autres lieux de lecture, juste un petit point sur la lecture en bibliothèque ou en librairie. En bibliothèque, ça s'effondre un peu. Voilà, effectivement, on reviendra très précisément sur ce qui se passe en bibliothèque. Ici, vous avez ce qui se passe en bibliothèque et en librairie. On perd 6 points sur ces deux lieux de lecture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui baisse. La baisse étant principalement portée par la lecture en bibliothèque, mais on va le voir un petit peu plus tard. L'emprunt en bibliothèque s'est aussi largement effondré ces dernières années et depuis 10 ans. On leur demande également pourquoi ils lisent principalement. Est-ce qu'ils lisent principalement pour leur loisir ou est-ce qu'ils lisent principalement pour leur travail ou les deux? Alors vous voyez, le premier enseignement ici, c'est que la lecture reste principalement pour les 3/4 des lecteurs de l'ordre du loisir. Donc ça, c'est important. On en a seulement 17% qui nous disent qu'ils mixent un petit peu la lecture loisir et travail et 7% qui ne lisent que pour leur travail ou leurs études. C'est bien sûr, on en parlait un petit peu, un indicateur qui est fortement corrélé à l'âge. Vous le voyez ici, vous avez sur la droite du graphique le pourcentage de lecteurs uniquement loisirs par âge et on devine en creux donc le pourcentage de ceux qui lisent à la fois pour le travail et les loisirs. Donc vous voyez, les plus jeunes, on a 45% des moins de 25 ans qui nous disent qu'ils lisent aussi pour les études. Donc ça reste quand même quelque chose d'important. Évidemment, la lecture pour l'école, la lecture pour le travail un petit peu plus tard, y compris dans des tranches d'âge jusqu'à 35-49 ans. Encore 31% nous disent lire également pour le travail. Donc c'est aussi un élément qui est important. On leur demandait aussi à quelle fréquence ils lisent. Donc sur cette fréquence de lecture, là, on observe vraiment la même chose que ce qu'on observe sur tous les indicateurs qu'on a énoncés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau record à son niveau le plus bas. Aujourd'hui, on n'a plus que 45% des lecteurs qui nous disent qu'ils lisent tous les jours ou presque. On perd 4 points par rapport à 2023 et c'est surtout le niveau le plus bas qu'on enregistre en 10 ans. Vous en avez la même proportion qui nous disent lire occasionnellement. Donc là, c'est plus difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Ça peut être quelques fois dans la semaine ou moins souvent. Et puis 10% qui ne lisent que pendant les vacances. Donc cet indicateur, il est assez préoccupant et il est aussi extrêmement corrélé à l'âge. Vous voyez, jusqu'à 50 ans à peu près, on a un gros tiers des lecteurs qui nous disent lire tous les jours ou presque, seulement un gros tiers. Ça remonte un petit peu après 50 ans, mais vous avez une évolution qui est intéressante ici auprès de la tranche des 50-64 ans qui décroche également, on le disait, y compris dans la fréquence de lecture. On était à 57% en 2023 qui nous disaient lire tous les jours ou presque, ils sont plus que 42% aujourd'hui, donc ça décroche y compris sur cette tranche d'âge et on le verra
un petit peu plus tard. C'est aussi une tranche d'âge pour laquelle le temps d'écran a tendance à augmenter aussi. On parle beaucoup des jeunes, mais il y a aussi des tranches d'âge où le temps d'écran augmente alors que le temps de lecture diminue. Et c'est le cas pour cette tranche des 50-64 ans. Un autre indicateur qui est intéressant, qu'on a intégré seulement cette année dans l'enquête, on leur demande s'ils font autre chose en même temps qu'ils lisent des livres. C'est très intéressant. Voilà. Et vous voyez ici qu'on a une lecture qui non seulement baisse en temps, en volume, etc., mais qui est aussi, pour un certain nombre de lecteurs, extrêmement distraite. On a aujourd'hui plus d'un lecteur sur 4 qui nous dit qu'il fait autre chose en même temps qu'il lit des livres. Alors, parmi ces autres choses, envoyer des messages en premier lieu, aller sur les réseaux sociaux, voire regarder des vidéos, parler au téléphone, écouter un podcast. Donc, on a tendance à cumuler un certain nombre d'activités, et notamment des activités sur écran, donc avec son téléphone à côté, et on fait autre chose en même temps qu'on lit un livre. Ici, la courbe d'âge est aussi extrêmement intéressante et préoccupante. Vous le voyez, ce quart, il devient plus d'une personne sur 2 chez les moins de 25 ans. Donc aujourd'hui, parmi les lecteurs, ici, on n'est vraiment que sur les lecteurs, on a plus d'un lecteur sur 2 chez les moins de 25 ans qui fait autre chose en même temps qu'il lit. Ça diminue un petit peu pour n'atteindre que 15% chez les 65 ans et plus, mais on est quand même sur un niveau élevé aussi chez les 25-34 ans. Donc on a une lecture qui est extrêmement distraite, notamment chez les plus jeunes. Cette cannibalisation, elle concerne quand même sur les 50-64 ans, 1 sur 5. Je veux dire, c'est à quel point aussi les écrans rentrent dans leur vie et rentrent dans leurs habitudes de lecture aussi. Chez les plus âgés, hein, on se focalise là sur les plus jeunes et on a raison, mais les plus âgés sont maintenant... Exactement. Et tout compte fait, et ce sera le dernier indicateur sur cette partie un petit peu descriptive sur les pratiques de lecture, on a aujourd'hui des lecteurs qui consacrent en moyenne une demi-heure par jour à la lecture, 31 minutes, donc c'est une moyenne, soit environ 3h40 par semaine. C'est un indicateur qui baisse aussi beaucoup, puisque par rapport à 2023, on perd 10 minutes par jour, c'est pas rien. Énorme. On était à 41 minutes, on est aujourd'hui à 31. Donc ça fait un peu plus d'une heure par semaine de moins consacrée à la lecture. Et puis on reviendra au temps d'écran qui par ailleurs progresse. Donc on a vraiment ces deux indicateurs qui ont tendance à se croiser. Donc aujourd'hui, plus que 31 minutes en moyenne. Et c'est bien sûr quelque chose qui varie fortement selon le genre, selon l'âge. Vous voyez, on le disait tout à l'heure, Étienne le disait, les hommes lisent beaucoup moins que les femmes. Ici, ça se voit très nettement. 24 minutes chez les hommes, 38 minutes chez les femmes, avec une baisse conséquente, 11 minutes par jour chez les hommes. Donc c'est quelque chose qui baisse très fortement. Et puis, selon les différentes tranches d'âge, vous voyez que la tranche d'âge des 65 ans et plus maintient un temps de lecture assez élevé. On est à 46 minutes, mais on perd 13 minutes aussi par rapport à 2023. Chez les 50-64 ans, on perd 12 minutes également. Chez les moins de 25 ans aussi, moins 13 minutes par rapport à 2023. Donc ça baisse dans toutes les catégories de manière plus ou moins forte. Et puis, dernier point, ce temps de lecture, il est équivalent selon les différentes catégories socio-professionnelles. Là, pour le coup, on n'observe pas de différence et la baisse concerne tout le monde également. Alors, sur les genres, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'ils lisent? Alors, premier indicateur, là encore, je vous l'avais dit en introduction, on lit il y a moins de diversité dans la lecture et vous le voyez là dans le détail. C'est-à-dire que les livres pratiques, art de vivre et loisirs, qui sont les livres aujourd'hui encore les plus lus par les Français, enregistre une chute. Alors 52% des Français en lisent, mais on est sur du moins 4 points. Les livres d'histoire aussi, qui étaient parmi les livres les plus plébiscités par les Français, le reste à 46%, mais enregistre aussi une érosion de 3 points. On a le même phénomène sur les romans policiers ou d'espionnage qui sont toujours, on va le voir quand on va s'intéresser un petit peu plus spécifiquement aux romans, un genre de roman particulièrement apprécié par les Français, mais on a une baisse là, et elle est assez drastique de 7 points, et on retrouve la même chose sur les livres d'art, beaux livres illustrés, moins 8 points, sur les livres scientifiques, techniques et professionnels qui baissent aussi, et même, vous le voyez, en toute fin de classement, à 29%, les livres de la littérature classique, française ou étrangère, qui enregistrent aussi une baisse conséquente de 9 points. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'on a la bande dessinée, qui est pourtant un genre qui arrivait à se maintenir jusqu'à maintenant, qui à son tour enregistre une chute de 5 points. Alors il y a quand même des raisons quand même d'espérer, et il faut garder quand même, souligner les points positifs qu'on peut avoir dans cette enquête. D'abord, le roman fait de la résistance. On va voir comment il résiste, mais le roman fait de la résistance. Il ne perd que 2 points par rapport à 2023.
Quand vous voyez ce qui se passe sur l'ensemble des genres, ça veut dire que le roman peut avoir de beaux jours devant lui. Je pense qu'on va le voir, il arrive aussi à s'adapter, en partie à s'adapter au goût du public. Pas totalement, mais il arrive à faire de la résistance. Mais vous le séparez de la littérature Non, parce que c'est un sous-total et on va voir sur quoi ça joue. C'est pas les romans classiques de la littérature française ou étrangère, ou même la littérature policière qui sortent leur épingle du jeu. C'est un autre type de roman, mais dont on va parler très très vite. Le deuxième point, moi, que je trouve intéressant, c'est que quand même, le livre pour enfants reste à un niveau stable. Il ne chute pas, c'est-à-dire que dans le genre du livre, il y a quelque chose qui se joue, peut-être aussi que une partie des parents continuent quelque part à faire le job et à acheter ces livres pour enfants. C'est probablement une des clés, moi je pense, pour relancer l'intérêt pour la lecture, c'est que les parents lisent plus à leurs enfants, leur lisent plus des histoires, mais on y reviendra un petit peu plus loin. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe entre les hommes et les femmes parce qu'on a des choses, quand même, des goûts en termes de livres qui sont, alors, en partie sexués, mais pas totalement. Alors, on a des hommes qui sont beaucoup plus, on l'a vu, ils lisent moins que les femmes, mais ils lisent aussi beaucoup plus de bandes dessinées. 46% d'entre eux lisent de la BD. Des livres sur l'histoire aussi à 46%, mais les femmes sont au même niveau, donc c'est pas quelque chose qui est particulièrement masculin. Les livres sur histoire, 46% chez les femmes aussi. Et puis, ils se distinguent aussi par une lecture plus importante des livres scientifiques, techniques ou professionnels et des essais politiques, philosophiques ou religieux. Qui sont un petit peu plus importants que chez les femmes. Les femmes, elles, se distinguent par, on voit, un roman, le roman quand même, un très fort attachement au roman, 80% elles lisent du roman, et chez elles, si le roman fait de la résistance, c'est d'abord grâce aux femmes qui continuent à maintenir le niveau de lecture des romans. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours là-dedans, c'est pour montrer à quel point les choses sont sexuées, c'est que les femmes lisent beaucoup plus que les hommes des livres pour enfants. Et pourquoi ? Parce que ce sont en fait toujours les femmes qui lisent les histoires aux enfants. Donc, on a beau nous montrer que les hommes ont changé, les mecs sont plus les mêmes qu'avant. En fait, c'est toujours les femmes qui lisent les livres. Et c'est un vrai souci aussi, c'est un vrai sujet, parce que quand on voit ce que lisent les hommes, c'est beaucoup moins que les femmes et plus de la BD, ça montre aussi une image à leurs enfants qui n'est pas forcément très... pas la plus positive qui soit. On a fait quelque chose aussi, on vous a sorti aussi des résultats sur les âges. On ne lit pas de la même façon à 15 ans qu'à 65 ans et plus, et c'est bien heureux d'ailleurs. Mais ce qu'on voit là arriver chez les jeunes, c'est une émergence très très forte des romans sentimentaux et de la new romance. On va y revenir, mais c'est quelque chose qui sort très très fort, à tel point, vous voyez, que la new romance et les romans sentimentaux sont en train de concurrencer, en fait, les mangas et les comics, ce qui était pourtant un quasi indétrônable. Chez les plus jeunes, bien entendu, ce qui arrive en tête, c'est les œuvres classiques de la littérature française ou étrangère. Ne pensez pas qu'ils se sont pris d'affection pour ces œuvres-là. Oui. C'est tout simplement que l'école fait son boulot. C'est quoi la new romance d'ailleurs ? Comment on va le définir ? C'est des livres vite écrits ? C'est des histoires d'amour. Certains disent que c'est le descendant de la collection Harlequin. Oui, mais c'est parce que c'est moins bon. Enfin, c'est une écriture plus facile, plus accessible, je pense. Plus accessible, plus adaptée aussi. Je pense qu'elles sont très contextualisées aussi par rapport à ce que sont aujourd'hui les préoccupations des jeunes, et elles sont adaptées quand même à un public essentiellement jeune. Alors, pas forcément que les 15-19 ans, mais un public assez jeune. Et d'ailleurs, ce sont les jeunes qui les lisent le plus. Et c'est des maisons d'édition, j'allais dire, traditionnelles qui éditent cette new romance ? Certaines traditionnelles, et puis certaines qui se sont vraiment fait remarquer dans ce domaine-là. Ah oui. La dark romance, on n'a pas d'éléments parce que c'est pas une question qui est posée, qui ne peut pas être confondue avec la new romance. Oui. La dark romance, c'est vraiment, je l'ai lu pour pas mourir idiote, puisque j'avais vu les millions de livres vendus pour certains ouvrages de dark romance. Là, vraiment, certains enseignants étaient inquiets parce que ça renvoie vraiment la femme à un pur objet sexuel, subissant de la maltraitance, tombant amoureuse de son bourreau. Donc, ils remettaient en cause beaucoup de schémas de l'éducation qui, aujourd'hui, essayent de tendre vers... pour certains d'entre eux, en tout cas. L'égalité entre les hommes et les femmes.
Mais la new romance, c'est pas la dark romance. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on fait justement ce focus sur le roman, vous le voyez, en premier, on a toujours le roman policier d'espionnage. 37% des lecteurs ont lu des romans d'espionnage ou policiers, ça reste donc en premier. Le roman SF fantastique qui est en décalage, qui arrive à 27%, mais maintenant, il est concurrencé, ce roman de SF et fantastique, par en partie les romans sentimentaux et la new romance, qui fait qui explose, puisque c'est un essor de 14 points depuis 2023. Donc ce phénomène dont on a beaucoup parlé, c'est une réalité aujourd'hui dans les habitudes de lecture des Français. Et puis aussi un petit peu la dark romance, qui est à 7%. Alors, quand on regarde rapidement entre les hommes et les femmes les différences, alors les hommes sont plus sur l'ASF à 31%, les livres policiers d'espionnage. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des hommes qui se mettent aussi à déclarer, en tout cas, qui lisent des romans sentimentaux et de la new romance, même si c'est pas énorme, et de la dark romance. Sur les romans sentimentaux, c'est plus 4 points auprès des hommes. Ce phénomène, moi, je trouve assez intéressant, parce que pour moi, c'était un phénomène, quand j'étais petit, avec les lectures Harlequin, qui étaient plutôt féminin, et puis ces femmes mûres qui lisaient ce type de roman. Les femmes, ce sont elles qui font d'ailleurs exploser quand même la new romance et les romans sentimentaux, avec plus 25 points par rapport à 2023. Il y a 42% des femmes qui nous disent avoir lu, 42% qui lisent des romans, qui nous disent avoir lu ce type d'ouvrage. Et puis aussi la dark romance à 10%. Donc ces phénomènes-là, on les retrouve donc un peu plus chez les femmes. Petit focus sur la BD et les mangas, parce que c'était quand même un indétrônable chez les jeunes. La BD dévisse cette année, elle perd moins de 5 points. 43% des Français ont lu des albums de bande dessinée. Et comme vous pouvez le voir, la baisse la plus importante, elle se fait auprès de tous les publics, mais essentiellement auprès des jeunes. Et ce qui est intéressant quand même quand on voit ce sujet-là, c'est quand on regarde la BD, on a toujours des images un peu d'Épinal sur la BD, comme quoi c'est un public jeune essentiellement. Vous le voyez, la BD, elle est lue autant quasiment aujourd'hui, alors avec la baisse qu'il y a eu par les 15-24 ans, que par les 50-64 ans ou les 65 ans et plus. C'est quelque chose d'assez stable. Le manga résiste cette année, en 2023, un peu comme le roman, il arrive à résister, il reste stable. Et vous le voyez, on a un public auprès du manga qui est en train de vieillir aussi, baisse chez les plus jeunes, un peu problématique et préoccupant, mais augmentation auprès des tranches d'âge qui sont en train de vieillir, j'ai envie de dire, avec le manga, et on a une progression auprès des 25-34 ans et des 35-49 ans. Je trouve ça aussi assez intéressant. On va s'intéresser maintenant à la manière dont les Français se procurent des livres, où ils les achètent, comment ils les choisissent, et aux déclencheurs d'achat, ce qui va leur donner envie d'acheter des livres, et voir donc quels sont les leviers pour ça. Tout d'abord, un petit point sur l'achat de livres. Vous voyez, l'achat de livres neufs reste extrêmement stable dans le temps. On avait enregistré une petite baisse en 2021, puisqu'effectivement, on était en plein confinement. Aujourd'hui, on a atteint un niveau donc à 79% qui est cohérent avec ce qu'on enregistre ces dernières années. Une toute petite baisse quand même, moins 2 points par rapport à 2023. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur le livre d'occasion. Alors, ça stagne par rapport à la dernière mesure en 2023. On est à 39, on était à 40. Mais néanmoins, on a quand même une progression en 10 ans, puisque c'est un indicateur qu'on suit depuis 10 ans, qui est importante, plus 13 points en 10 ans sur le livre d'occasion. Donc ça, c'est quand même un moyen de se procurer des livres qui, visiblement, s'installe dans le temps et dans les pratiques d'achat des lecteurs français. On voit que c'est une pratique qui est un petit peu plus forte chez les grands lecteurs, c'est-à-dire quand on lit plus de 20 livres par an, on va avoir tendance beaucoup plus à se tourner vers l'occasion. Ici, ils sont 49% à acheter de l'occasion. Quand on leur demande où est-ce qu'ils se procurent ces livres, alors là, il y a un phénomène qui est intéressant. En 2023, on avait mesuré un vrai retour vers les librairies indépendantes suite au Covid. Il y a eu quand même un discours qui a poussé les gens à retourner en librairie, à privilégier la librairie indépendante plutôt que les grandes surfaces culturelles. Donc c'est quelque chose qu'on avait vraiment mesuré en 2023 et qui ne se confirme pas cette année. On a aujourd'hui les librairies générales qui perdent 7 points au profit des grandes surfaces culturelles qui gagnent 6 points.
et qui redeviennent le premier lieu d'achat des livres pour les lecteurs français à 75%. Donc une inversion de nouveau de cette tendance avec ce retour dans les grandes surfaces culturelles privilégiées par les Français. Vous voyez ensuite qu'on a un peu plus d'un lecteur sur deux qui se procure des livres sur les sites de vente en ligne de livres numériques. Donc ça, c'est pour les lecteurs de livres numériques. Et puis un peu plus d'un sur deux sur des sites de vente en ligne de livres imprimés, mais voilà, en ligne. Donc 1 sur 2 achète en ligne. Et puis un gros tiers dans les hypermarchés ou supermarchés. Donc c'est quand même un marché qui est aussi important. On s'est intéressé à ceux qui n'achètent pas en librairie. On leur a posé la question, pourquoi est-ce que vous n'achetez pas en librairie ? Alors, la première raison qu'ils évoquent, c'est la même depuis toujours, c'est un critère avant tout géographique. Pour 1 sur 2, il n'y a pas de librairie près de chez moi. Donc, de fait, je n'achète pas en librairie. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on a un certain nombre de raisons. Alors, toujours une raison qui résiste, que vous n'avez pas ici, qui est la croyance selon laquelle les livres sont plus chers en librairie, qui résiste à 31%. Donc chez les gens qui n'achètent pas en librairie, qui nous disent c'est plus cher en librairie, c'est pour ça que je n'y vais pas. Et on vous a sorti ici quelques raisons qui progressent. Ce sont des raisons qui progressent cette année et qui vont toutes dans le même sens autour du fait qu'on ne peut pas acheter autre chose en librairie. Vous voyez, ils nous disent à 18%, plus 4 points, qu'il n'est pas possible d'acheter des livres d'occasion en librairie, donc je n'y vais pas. On ne peut pas acheter autre chose que des livres en librairie, où les librairies ne proposent pas de livres numériques. Donc voilà, le fait que ce soit un unique produit qu'on trouve dans ces librairies, a priori, ou en tout cas dans la perception qu'ils en ont, est une raison de ne pas s'y rendre. On leur demandait également quels étaient les déclencheurs d'achat d'un livre, qu'est-ce qui leur donne envie d'acheter un livre. Alors aujourd'hui, ce sont des déclencheurs qui sont assez classiques, qui évoluent relativement peu pour les premiers par rapport à ce qu'on pouvait mesurer lors des vagues précédentes. La recommandation d'un proche, c'est extrêmement puissant, à 87%. Le résumé au dos du livre, 85%. La connaissance de l'auteur, lire un auteur qu'on a déjà lu, 84%. La recommandation d'un libraire, ça résiste quand même. On est à plus des 2/3 des lecteurs nous disent qu'un libraire peut les inciter à choisir un livre plutôt qu'un autre. Et la recommandation d'un journaliste ou d'un critique littéraire à 62%. Donc des raisons somme toute assez classiques et qui résistent. Qui sont néanmoins, on va le dire, quand même concurrencés par tout ce qui va relever de la présence du livre ou de l'auteur sur Internet, qui touche, quand on met un certain nombre d'items bout à bout, 55% des lecteurs. Donc c'est à la fois la recommandation d'un internaute, la recommandation sur les réseaux sociaux par un booktuber, un bookstagrammeur, donc des influenceurs spécialisés dans la lecture, ou la présence de l'auteur lui-même sur les réseaux sociaux. Donc tout ça peut amener à lire un livre pour plus d'un lecteur sur 2. Et puis, on vous a mis le détail. Vous voyez, je vais surtout m'attarder là-dessus. Intéressant chez les jeunes, 91% des plus jeunes lecteurs nous disent que ces recommandations sur Internet, sur les réseaux sociaux, peuvent déclencher l'envie d'acheter un livre. Donc, ça vient relativiser un tout petit peu ce qu'on se dit et ce qu'on va se dire sur les écrans et les réseaux sociaux. Ça peut aussi être une source de prescription de lecture importante. On comprend là que la New Romance soit en progression, parce que typiquement, c'est une littérature qui est plutôt recommandée sur ces réseaux sociaux, et pas tellement par la presse, pas tellement par les libraires, enfin j'imagine. Non, tout à fait. Et là, voilà, ça correspond. Effectivement, c'est une littérature qui doit être poussée beaucoup par ces influenceurs sur les réseaux sociaux spécialisés dans ce genre-là. Et puis enfin, juste un dernier petit point, on le disait tout à l'heure, sur les bibliothèques. Ici, c'est un mode d'acquisition des livres, enfin d'emprunt, qui a tendance à baisser beaucoup. On perd 4 points par rapport à 2023, mais surtout on perd 9 points par rapport à 2019. Donc le retour dans les bibliothèques post-Covid, pour le coup post-pandémie, ne s'est pas réellement fait, puisque moins 9 par rapport à la mesure avant Covid en 2019, avec des raisons qui pour le coup sont relativement stables. Ils nous disent avant tout qu'ils n'empruntent pas en bibliothèque parce qu'ils préfèrent lire des livres qui leur appartiennent, parce que les livres ne sont pas toujours en stock dans les bibliothèques, les livres qu'ils cherchent, ou parce que la durée du prêt est contraignante. Donc voilà pour les raisons de ne pas emprunter en bibliothèque. Pourtant, il y a eu des efforts de fait, puisque l'ouverture des bibliothèques le dimanche, enfin, il y avait ce rapport d'Éric Orsena, etc. Mais tout à fait. Imagine, c'est ça, hein, qu'on peut plus accéder qu'avant aux bibliothèques, ou plus longuement. Oui, il y a des horaires plus adaptés. Voilà, des horaires plus adaptés, des Français. Oui. Et un très beau réseau, par ailleurs. Donc, oui, que la France, qui distingue un peu la France des autres pays, j'imagine. Ah oui. Enfin, oui.
C'est le Covid qui a créé une forte... Là, il y a une vraie chute au moment du Covid et pas de retour en arrière après le Covid, effectivement. Oui, puis ça participe aussi d'une sorte de désamour des Français pour le livre. Ils en achètent moins, ils vont aussi moins aux bibliothèques. Enfin, je veux dire que... Alors, des amours, oui, mais certains lisent quand même un petit peu. Donc, on leur a aussi posé des questions pour chercher à comprendre pourquoi ils lisent et qu'est-ce qui les inciterait à lire plus, ou pour les non-lecteurs, qu'est-ce qui les inciterait à lire. Donc ici, on va chercher à identifier un petit peu des leviers pour les faire lire ou lire plus. Le premier point sur les raisons personnelles de lecture, alors on demandait à la fois aux lecteurs et aux non-lecteurs pourquoi lit-on. Alors vous le voyez ici, le premier enseignement, c'est assez rigolo, c'est qu'il y a des raisons qui sont totalement différentes entre les raisons que nous donnent les lecteurs et les raisons projetées de lire des livres par les non-lecteurs. Vous voyez que les lecteurs, ils vont nous dire avant tout, je lis pour m'évader. C'est intéressant aussi. Ici, on gagne 7 points par rapport à 2023, ce qui tient sans doute aussi au contexte actuel, anxiogène, etc. La lecture pour s'évader a tendance à progresser. Ils nous disent, les lecteurs, en seconde position, je lis pour approfondir mes connaissances à 22%. Pour se détendre, 15%, se faire plaisir, 12%. Les non-lecteurs vont avoir tendance à projeter cette lecture, cette raison de lire, quasiment uniquement dans le fait d'approfondir ses connaissances. Donc, quand on ne lit pas, on a tendance à se dire que lire, c'est principalement pour approfondir ses connaissances. Donc, c'est un travail, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut faire un petit peu peur, qui est difficile, qui prend du temps. Tandis que la lecture plaisir, elle est très peu identifiée par les non-lecteurs. On est à seulement 10% qui nous disent les gens doivent lire pour se faire plaisir ou pour se détendre, etc. Donc, c'est avant tout une lecture qui est perçue comme une lecture d'approfondissement de ses connaissances. C'est ce qu'il faudrait, c'est faire remonter le plaisir très très haut chez les non-lecteurs qui s'imaginent et qui projettent le fait que si on lit, c'est pour se faire plaisir, parce que là, voir que c'est pour approfondir ses connaissances, c'est donc que c'est quelque chose d'ardu, et difficile. Et il est là le problème, c'est arriver à refaire... gonfler cette la notion du plaisir. Ouais. Tout à fait. Parce que ce à quoi participe le cinéma et le spectacle vivant, quand on voit le succès de Monte Cristo et la vente du livre, ou Les Misérables au Châtelet, et les gens achetaient énormément le livre de Victor Hugo après. Donc ce plaisir, il est prolongé parce qu'il commence au théâtre ou au cinéma. Tout à fait. Ça, on va y venir juste après, on a aussi un indicateur là-dessus. Maintenant, juste un petit point sur ce qui pourrait les inciter à lire davantage pour les lecteurs et à lire tout court pour les non-lecteurs. Ici aussi, il y a évidemment un fort décalage, c'est-à-dire qu'auprès des lecteurs, quasiment tous les lecteurs citent au moins un levier qui les inciterait à lire davantage. Que ce soit principalement le temps, le premier levier, ce serait avoir plus de temps, alors qui est un levier qu'on pourrait contester un peu en disant, alors je ne vais pas... trop avancer, trop anticiper sur la suite. Mais vu le temps passé sur les écrans, avoir plus de temps, voilà, c'est aussi un sujet de priorité. Des discussions avec leurs proches, c'est aussi quelque chose qui peut les inciter à lire pour 65%. Voir ou entendre une personnalité qu'ils apprécient parler de ses lectures, c'est aussi un levier important. Rencontrer des auteurs ou des conseils dans les médias traditionnels. On a aussi ici affiché un sous-total donc sur tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être aussi un incitatif de lecture pour 47% des lecteurs, donc à ne pas négliger et en progression de 6 points par rapport à 2023. On disait, oui, bien sûr. Quand on voit ce qui se passe chez les non-lecteurs, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, quand on leur dit qu'est-ce qui pourrait vous inciter à lire, vous voyez que le temps arrive en tête, mais on est en dessous de 50%. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus d'un non-lecteur sur 2 qui nous dit même si j'avais plus de temps, ça ne m'inciterait pas à lire. Donc, quelque part, c'est compliqué d'aller les chercher, de les récupérer, quand même ce levier du temps n'est pas suffisamment incitatif pour les pousser vers la lecture. 37% qui nous disent des discussions avec mes proches, etc. Mais vous voyez ici, les niveaux sont relativement bas, même si mis bout à bout, les 3/4 nous disent qu'il y a au moins un levier qui pourrait les pousser vers la lecture, mais ça baisse énormément par rapport à 2023. Donc on va se dire que ces non-lecteurs, quelque part, ils sont plus difficiles à ramener vers la lecture, dès lors qu'ils nous disent que même si j'avais plus de temps, non, je ne lirais pas davantage. On s'est intéressé à ce même sujet, donc des leviers de lecture selon les différentes tranches d'âge. Ici, juste un point, les leviers, ils sont assez similaires. Donc ici, on est auprès des lecteurs. Qu'est-ce qui les inciterait à lire plus ? Ils sont assez similaires chez les jeunes, qu'on ait 15 ans ou 25 ans, c'est assez similaire. Juste, vous voyez que le poids des réseaux sociaux, encore une fois, est extrêmement important. On est à près de 80% chez les moins de 25 ans, qui peuvent y trouver des incitations à la lecture.
Et puis, on en parlait, on leur posait aussi la question des lectures après avoir vu un film ou une série, que ce soit sur une plateforme ou au cinéma. Donc, à quel point voir un film, une série, peut vous donner envie d'acheter un livre et de lire un livre issu de cette... dont la série ou le film est à l'origine. Donc, vous voyez que c'est 43% aujourd'hui des lecteurs qui nous disent qu'ils ont déjà eu envie de lire un livre après avoir vu une série ou un film. Effectivement, on en parlait, Monte Cristo, plus de 9 millions d'entrées au cinéma et les ventes qui explosent derrière les ventes de livres. Donc, c'est aussi une vraie raison, un vrai incitatif à la lecture qui est assez puissant aussi, vous le voyez, chez les jeunes. En dessous de 20 ans, on est à 74%. Donc, c'est un vrai levier qui peut amener certaines personnes à lire des livres. Et puis enfin, on l'a abordé très rapidement tout à l'heure, les parents, la place de la lecture dans l'enfant, c'est quelque chose qu'on mesure aussi depuis 2015, est un des plus puissants explicatifs de la lecture quand on est adulte. Donc vous voyez ici, il y a une extrêmement forte corrélation entre le fait d'avoir eu des parents qui lisaient eux-mêmes des livres, donc des modèles de parents lisant des livres, et des parents qui vous lisaient des livres, et le fait de devenir moyen lecteur ou grand lecteur encore plus. Donc ça, c'est extrêmement corrélé. Donc la lecture auprès des enfants. Parents, vous avez un devoir. Voilà, effectivement, il y a un vrai devoir puisque ça a un impact extrêmement fort dans le futur. Alors, cher Étienne, on termine cette étude parce que simplement, il faut que nous laissions du temps. Oui, on va aller très très vite et je vais aller en fait sur les résultats les plus forts parce que je pense que c'est ceux qu'on attend et qui sont, je pense, un bon résumé en fait, de ce qui se passe. Voilà. Temps moyen, on leur a demandé de s'auto-déclarer. On a demandé aux Français, à l'ensemble de la population, de ces 1000 Français qu'on a interrogés, de déclarer un temps passé devant les écrans et un temps passé à lire des livres. On sait bien qu'ils ont plutôt tendance à sous-déclarer le temps passé devant les écrans et à sur-déclarer le temps passé devant les livres. Mais vous le voyez, le constat est sans appel. 3h21 par jour devant un écran, 3h40 par semaine devant un livre. Voilà, on est sur des chiffres. 5 heures pour les moins de 25 ans. Alors 23h27, sachez qu'on passe maintenant 23h27 par semaine hors travail, juste pour son plaisir, 23h27. On est quasiment à la journée devant les écrans. Et quand on va, je voulais juste finir là-dessus, sur les moins de 25 ans et pour nous montrer aussi le travail de titan qu'il va falloir développer pour les pousser à plus lire, même si on l'a vu avec Alice, les réseaux sociaux et le digital est peut-être l'une des solutions. Mais voilà, nos jeunes passent aujourd'hui 35h16 pour être précis par semaine, avec une augmentation de 6h13 par rapport à 2023. On est donc sur des choses qui sont avec des évolutions là encore très violentes, contre 3h18 par semaine. Passer à lire. Voilà, je suis désolé d'avoir cette conclusion-là, mais c'est important de l'avoir. Le temps est parfait, en tout cas. Là. Vous avez parfaitement exposé l'un et l'autre ces résultats fondamentaux. Malheureusement, pas très optimistes, mais il y a peut-être des solutions, et c'est d'ailleurs pour ça que Régine Adjondo est prête à répondre à vos questions. Alors d'abord peut-être pour Étienne, peut-être une question dans ce baromètre. Alors voilà, ça c'est les questions que vous nous avez envoyées, donc merci déjà d'avoir été aussi nombreux. On va essayer de les passer en revue avec nos interlocuteurs. Pour vous Étienne, dans ce baromètre, y a-t-il des données qui vous surprennent ou qui sont, alors on l'a bien déjà compris, qui sont dans la continuité des observations précédentes. Malheureusement, je vais pas revenir très longuement dessus. Moi, ce qui me surprend, c'est l'intensité de la correction par rapport à ce qu'on avait mesuré en 2021. Encore une fois, on était en confinement. Oui. Et ce qui me surprend aussi, c'est de voir des catégories de la population qui auparavant étaient encore des bons lecteurs ou au sein desquels les grands lecteurs et les bons lecteurs étaient surreprésentés, de voir à quel point aujourd'hui aussi elles dévissent. Et c'est ce qui me préoccupe, mais on a là un phénomène somme toute logique. Les écrans se développent et se globalisent au sein de l'ensemble de la population. La lecture recule sur toutes les tranches de la population. Ça, c'est ce qui m'a le plus frappé personnellement. Alice, je ne sais pas si... Alice, oui, c'est la même chose pour vous, Alice. Oui, globalement, effectivement, toutes les catégories. C'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes. On fait aussi avec le CNL une enquête sur les jeunes et la lecture. Donc, on en parle tous les 2 ans. On donne beaucoup de données. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir que ça décroche, y compris après 50 ans, avec un temps d'écran qui vient cannibaliser le temps de lecture. Donc, voilà, le phénomène est vraiment global et ça se passe partout. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce confinement a eu vraiment des conséquences très compliquées sur les écoles, les élèves, l'attention, la lecture.
Je pense qu'il a été un catalyseur, mais que néanmoins, on observerait certainement sur le temps long une dégradation de cette nature sans le Covid. Mais il a accéléré. Oui, c'est un peu paradoxal parce que chacun s'est mis. Enfin, moi, je sais que je me suis mise à un auteur que je connaissais mal, etc. On se dit, on avait du temps chez soi, mais c'est pas ça qui s'est produit finalement. Non, parce que le temps chez soi, il était cannibalisé aussi par les autres. C'est-à-dire qu'on n'était pas tout seul chez soi. Il fallait s'occuper des enfants, il fallait travailler, et donc les choses ont été plus complexes. Que vous aviez faite juste après le Covid, de constater effectivement que la disparition des transports, le temps de transport pour se déplacer à son travail était un temps qui échappait à la lecture, qui le réduisait, et puis surtout la frontière qui ne se faisait plus entre le travail et la maison. Puisque tout le monde télétravaillait, le fait aussi qu'il fallait faire qu'il y avait plus de travail à la maison pour les femmes qui travaillaient, notamment faire les courses, préparer les repas pour les enfants. Tout cela n'avait pas créé finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, un climat propice à la lecture. Alors pour vous, Regina Ciondo, certains font autre. Alors on l'a vu, on l'a discuté. Autre chose en même temps qu'ils lisent des livres. Est-ce que c'est un problème et pourquoi? Oui, bien sûr, c'est un problème parce que la fragmentation de l'attention abîme forcément le temps long de la lecture. Et quand je dis le temps long, je ne parle pas d'ouvrages. Vous parliez tout à l'heure de Stendhal. Je ne parle pas d'ouvrages de cette nature. Même des ouvrages courts nécessitent une concentration. Et si cette concentration est interrompue par les notifications qui nous sont envoyées ou par le fait de visionner nos réseaux sociaux et des vidéos sur YouTube, il est évident que je pense que l'attachement qui se fait à la lecture, au personnage, au récit, à la mémoire de ce qui s'est passé sur les premières pages est très abîmé. Donc je pense que ça abîme le plaisir de lire de manière très très forte. Alors, il faut en venir, Régine, évidemment, à ce qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de questions, malheureusement, évidemment, parce que le CNL, vous l'avez compris, c'est un partenaire très important des auteurs, des éditeurs, des libraires et des lecteurs, de nous, avec ce constat qui est quand même alarmant. Est-ce qu'il y a des leviers? Est-ce que vous pouvez agir sur l'État, sur les associations? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, alors bien sûr, on le fait. Oui. On a signé une convention avec l'Éducation nationale qui se passe très très bien sur l'organisation de rencontres d'auteurs dans les collèges et les lycées en partenariat avec le Pass Culture, des résidences d'auteurs qu'on multiplie. Elles sont maintenant au nombre de 900 dans les écoles, les collèges, les lycées et pendant les colonies de vacances. On multiplie les actions donc avec l'Éducation nationale. On organise les événements que sont Partir en livre. Parce que le CNL, pour être précis, dépend de l'Éducation nationale? Non, on dépend à 100% du ministère de la Culture. On a fait une convention de partenariat avec l'Éducation nationale. Oui. Peut-être en premier lieu, aurais-je dû dire, le CNL, effectivement, peut beaucoup, mais évidemment... Pas tout non plus. Une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il y a à faire. Et en premier lieu, je pense que la sensibilisation des parents ou de tout adulte qui s'occupe d'un enfant et le milieu de l'Éducation nationale sont les leviers les plus importants. En ce qui concerne le Centre national du livre, on est aux côtés de l'Éducation nationale, comme je l'ai dit, pour les rencontres d'auteurs et l'organisation de résidences d'auteurs sur un temps plus long. On aide beaucoup les associations. On a créé une commission spécifique pour soutenir les associations, les projets de collectivités territoriales ou de bibliothèques à destination des publics spécifiques entendu au sens large, du public éloigné de la lecture ou de ceux qui ont un problème de handicap. On a créé le Goncourt des détenus pour remettre le livre au cœur de la vie des prisons pour ceux qui s'y inscrivent. On a développé beaucoup d'actions. On a 3 manifestations importantes que sont les Nuits de la lecture, Partir en livre et le quart d'heure de lecture, le dernier né, qui sont à la fois des manifestations qui désacralisent le livre pour justement donner aux adolescents et aux familles le sentiment du plaisir de lire et non pas la contrainte pour s'enrichir ou pour travailler à l'école ou pour son travail tout court, pour retrouver vraiment cette notion du plaisir qui sera
je pense, la clé du succès, du retour au livre dans la vie des Français. Oui, le plaisir. Et puis le quart d'heure de lecture, qui est juste une journée de communication autour de... notre slogan était « Éteignez votre portable, allumez votre cerveau, lisez », qui a été fort bien repris cette année dans les médias en particulier, beaucoup grâce aussi au soutien de Joël Dicker et de France Télévisions sur l'importance de la lecture. Je crois que c'est beaucoup d'éléments qui pourraient faire revenir le livre vraiment comme un élément essentiel et plus quotidien. Et je pense par ailleurs qu'il faut évidemment s'interroger, et ça je pense que le rapport qui a été remis au président de la République sur les écrans, sur la place des écrans, sera suivi, je pense, forcément d'effets. Faut-il légiférer? Ça, je suis pas une élue, donc je peux pas le dire. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que je pense que sans l'absence d'une forme de régulation ou d'incitation très très forte à la régulation, non pas des écrans au sens large, qui peuvent être un plus dans l'apprentissage et l'accès au savoir, mais des réseaux sociaux, qui abêtissent objectivement les êtres. D'ailleurs, tous les philosophes aujourd'hui, les anthropologues. J'étais à Metz ce week-end, j'ai écouté David Le Breton, Hartmut Rosa sur l'accélération et l'aliénation du temps. Tous les grands penseurs savent que les réseaux sociaux sont une plaie vivante qui continue d'agir sur la démocratie, d'agir sur le comportement des individus. L'anonymat, la virulence et la violence des réseaux sociaux sont un vrai problème, parce qu'aucun média ne pourrait se permettre, sans anonymat, de déclarer ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les torrents d'insultes et de haine, les menaces sur la vie. Le harcèlement scolaire en est un des angles. Oui, mais comment faire? Est-ce qu'on peut interdire? C'est ça la difficulté. Je crois en tous les cas, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la coercition? Qu'on peut quand même reprendre une forme de souveraineté. Mais à ce moment-là, les parents sont en cause. On en parlait d'ailleurs à Oui, enfin, il y a peut-être des choses à faire au niveau de l'Union européenne, de l'État, qui consisterait à réguler cette gestion. Parce que je pense que sinon, très honnêtement, et là, ça dépasse très largement le cadre du CNL, c'est une opinion personnelle, on court à la catastrophe pour nos démocraties, et on le voit déjà aujourd'hui. Et les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Même si c'est multifactoriel. C'est vrai. Évidemment. On est tout à fait d'accord avec vous, Régine. Alors, le temps qui nous est imparti, ça va s'achever. Une toute petite question pour vous, Étienne ou Alice, peut-être le lien que vous faites entre la santé mentale. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est important, entre la santé mentale et la lecture chez les jeunes. Déjà, on a compris que les écrans, ce que Régine vient de dire, et la santé mentale, forcément, c'était très défavorable. Alors, c'est une corrélation. Il faudrait faire une étude un peu plus forte, mais de toutes les façons, nous avons publié, il n'y a pas très longtemps, un baromètre du bien-être de santé mentale des adolescents, qui montre qu'on est dans une aggravation, qu'on a véritablement des troubles de l'attention qui sont forts. Et on voit là, dans le même temps, on a une corrélation, on ne peut pas dire, mais un temps d'écran qui progresse énormément, un temps de lecture qui diminue fortement et une santé mentale qui se détériore. Donc, nous faisons ce lien aujourd'hui. On ne le fait pas statistiquement, on le fait en corrélant en fait des données. Des chercheurs le font clairement dans ce domaine-là et disent qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'est la santé mentale des jeunes, au vu des difficultés qu'ils rencontrent, de l'anxiété qu'ils peuvent vivre, leur état de santé psychologique n'est pas un moteur pour aller vers plus de lecture, a priori. Voilà, et de sport. Ça pourrait être une aide, mais c'est pas forcément... Les sports sont aussi... même si, oui, c'est très important. Évidemment. Je reviendrai moi juste sur une conclusion parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. Oui, c'est juste pour vous dire, c'est juste pour rappeler que les jeunes, dans l'enquête jeune que nous réalisons, ont une nostalgie particulière et très très forte pour tous les moments où leurs parents leur ont lu des livres, que c'est quelque chose qui touche à la fois les plus jeunes, mais aussi les jeunes adolescents. Quand on avait fait cette enquête, les adolescents de 12, 13, 14 ans disaient adorer encore, pour ceux à qui ça arrivait, qu'on leur lise des histoires. C'est aussi un moyen de réancrer des jeunes aussi dans la lecture et dans la littérature. C'était d'ailleurs le succès du livre audio dont on parlait, c'est un peu le même processus. Alors une petite conclusion, Régine, comment exister, comment faire que ces livres soient lus face à toutes les sollicitations. Vous avez parlé des écrans, il y a les applications aussi.
Est-ce qu'on peut encore avoir... Enfin, vous, je sais que vous y croyez, parce que c'est la mission du CNL, et c'est très important. Enfin, nous, on y croit tous ici. Oui. Aussi, on s'emploie, en tous les cas, à essayer une fois de plus, au niveau d'intervention qui est le nôtre, on s'emploie au fait de retrouver, en tous les cas, cette idée de plaisir qui est très importante, je crois, et qui est assez déterminante dans le rapport au livre. Oui, c'est vrai. Sur le souvenir de la lecture, vous avez évidemment, ça ressort énormément des études. Là aussi, on est dans des situations où la famille aussi a beaucoup évolué par rapport au temps où la petite lecture du soir, où les parents lisaient. On peut imaginer aujourd'hui la situation d'une femme élevant ses enfants seuls. Je dis une femme parce que je crois qu'à 90%, voire 94%, ce sont les femmes qui élèvent les enfants seuls lorsque il y a eu séparation du couple. En tous les cas, majoritairement, on peut imaginer la complexité d'être disponible le soir en rentrant du travail avec plusieurs enfants et de préserver cette lecture. Donc, voilà, je crois qu'il faut tenir compte de toutes ces évolutions, en fait. Le fait qu'on fera pas disparaître le smartphone, et d'une certaine manière, c'est aussi un progrès, même si on voit les effets délétères qu'il peut avoir lorsqu'il y a un mésusage de cet outil. On fera pas disparaître les évolutions sociétales, l'explosion familiale. Donc je pense que c'est une prise de conscience individuelle et collective qui doit être aussi majeure, et que tout adulte, hors parents aussi, lorsqu'ils ne sont pas en situation de le faire, peut être un élément de découverte d'un ouvrage auprès d'un enfant qui ne saurait pas aussi quel livre prendre, de quoi lire. Enfin, il y a aussi cette offre pléthorique. La chance qu'on a en France, c'est qu'on a, je pense, vraiment à l'échelle du monde, la plus belle littérature jeunesse. Voilà. Donc c'est peut-être là-dessus que je conclurai. Oui. On l'aide beaucoup d'ailleurs au Centre national du livre. Elle se vend et s'exporte très très bien sur les marchés internationaux. Donc renouons aussi avec la littérature jeunesse contemporaine, qui souvent évoque des sujets qui sont très proches des jeunes aujourd'hui, et qui donc leur parlent aussi d'eux-mêmes. Ils ont peut-être aussi besoin qu'on leur parle d'eux-mêmes dans la littérature aujourd'hui. Alors, il nous reste à vous remercier, bien sûr, tous les trois. Cher Étienne Mercier, Alice Tétaz, vous avez parfaitement rendu compte de cette étude de Ipsos. Bien sûr, Régine Atchondo, voilà, vous présidez à cette étude et vous la diffusez. Est-ce qu'on peut la trouver sur le site du CNL, bien sûr, sur le site du CNL. Et peut-être le site Ipsos. Exactement. Tout à fait. Ça sera publié dans la foulée. Dans la foulée. Donc, dès aujourd'hui, si vous voulez avoir tous les détails, ils sont passionnants, vous l'avez compris. Et surtout, ça nous interpelle, parents, enfants, adultes, plus jeunes, juniors, etc. C'est à nous aussi de prendre notre destin de lecteur en main. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci, chère Claire. Merci. Merci, Étienne. Merci.